Parlons de combat un petit peu. Alors, petit disclaimer, il y a peut-être des choses qui vont être un peu plus avancées en tant que MJ au niveau des combats. Le but, c'est pas forcément de tout prendre et tout implémenter au fil du temps. Je dis ça, moi j'ai aucune idée de quoi on va parler précisément là-dessus dans quelques instants. Mais le combat, c'est vraiment un sujet un peu épineux dans le roleplay parce que des fois, c'est en même temps un passage obligé, j'ai envie de dire. Et en même temps, des fois, ça peut vite casser totalement le rythme d'une partie. Je sais pas, Pierre, si tu as envie de commencer un peu par ce sujet, est-ce que tu as peut-être des expériences, des anecdotes à nous raconter à ce sujet-là? J'ai pas de scène précise en tête, mais j'ai le souvenir corporel de longues sessions de 2h30 de combat qui s'éternisent parce que les joueurs n'arrivent pas à comprendre exactement où est-ce qu'il faut aller ou qui n'arrivent pas à faire des bons jets de dés quand le système de jeu ne permet pas de pouvoir déclencher des choses un peu trop fortes et on se retrouve à lancer des dés, à faire des échecs et à attendre que ce soit notre tour et que le boss meure à petit feu pendant que le MJ essaie de pas tuer tout le monde parce que sinon c'est la fin du jeu. Et c'est pas des expériences agréables et je pense qu'on est tous un peu passés par là, ça fait partie des choses qui arrivent au bout d'un moment quand on se retrouve dans une situation de ce type-là. Alors pourtant c'est des moments qui sont importants en fait. Moi j'ai commencé par ça. Des combats, des groupes de mercenaires concrètement qui allaient explorer des donjons. Et c'est des trucs qui font un peu rêver en mode bah ouais, je vais prendre mon petit coup d'aventurier, j'ai dans un donjon, je vais faire fortune et je vais combattre. Et en fait, notamment, à force de créer des quêtes, notamment pour Cosmaker, je me suis rendu compte, moi créer des donjons c'est un truc que j'aime bien faire. Sauf qu'en fait, quand tu te rends compte que c'est j'explore une pièce, qu'est-ce qu'il y a combat, prochaine pièce. Et en fait, on tombe vite dans ce qu'on appelle le porte-monstre trésor. C'est-à-dire le principe, j'ouvre une porte, je combats, et après j'ai une récompense. C'est le métro boulot dodo des aventures de Exactement. Des aventuriers. Et en fait, quand tu te rends compte à faire un donjon, en fait, tu te rends compte que tu fais vite du porte-monstre trésor, et du coup, t'es en mode, est-ce que c'est pas redondant, et comment je fais pour faire en sorte que mes combats soient pas redondants au final, ne soient pas juste, on lance des dés, on check des stats, et on avance, quoi. En fait. Moi, une des méthodes que j'ai souvent, c'est de mettre des gimmicks dans mes combats, par exemple. Notamment, une des dernières gimmicks que j'ai mis en place, c'est le boss jette des pièces d'or à la gueule des joueurs. Et en fait, les pièces d'or, elles ont un truc particulier, c'est qu'ils peuvent les récupérer. S'ils les récupèrent pas tout de suite, elles disparaissent. Et du coup, plus ils vont récupérer, et plus ils vont avoir des malus pendant le combat, parce que les pièces d'or sont un peu maudites, en fait. Du coup, ce qui fait que ça donne un choix aux joueurs. Vous avez le droit de vous enrichir durant le combat, mais c'est risqué. Donc attention à combien vous en prenez, et vous perdez des actions à chaque fois que vous prenez des pièces, il faut les ramasser, quoi. Les mégaras, ils sont désavantagés. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est des trucs, tu vois, genre, c'est quand même très spécifique, et c'est pas quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans tous mes combats, en fait. Mais voilà, une des choses que j'ai faites, notamment pour renouveler, est-ce que vous avez d'autres techniques que vous utilisez pour dynamiser un peu vos combats, faire que ça soit pas tout le temps les mêmes lancers de dés? Je sais pas, Alex, par exemple. Ouais, carrément. Moi, j'ai beaucoup de techniques maintenant parce que pour l'histoire, en fait, j'étais extrêmement nul en combat avant. Ouais. Genre vraiment très très nul. J'ai eu une session qui m'a marqué et qui a causé une pause tellement dans mon JDR où on a passé 3 heures à combattre et c'était nul. Mais quand je dis nul, on s'est tous fait chier et vraiment, le système de dés n'allait pas. C'était sur le système de Innomine Satanis, donc avec des dés à la con là. Et vraiment, ça n'allait pas. Et il a fallu à la fin, quasiment à la fin, parce qu'au bout de 3 heures, qu'un de mes joueurs décide de lancer et fasse une réussite critique pour que ça finisse le combat. Ah oui, ok. Donc en plus, c'est pas une petite réussite critique, c'était dans Innomine Satanis, donc c'était à 333, donc c'était une intervention divine. Putain, ok. Il a fallu attendre une intervention divine pour que le combat se finisse. Et là, je me suis dit... On en est là, ok. Je suis nul en combat, on va remédier ça, j'avais fait une pause de 1 mois et demi, je crois, un truc comme ça. T'es allé sur une montagne, tu t'es entraîné. C'est ça, j'étais devenu un moine. Sous la cascade, en train de... C'est ça, j'étais en combat. J'ai vraiment focus ça pendant 1 mois et demi, à essayer de trouver des solutions pour les combats. J'ai trouvé une tonne, et depuis, maintenant, mes combats sont quand même beaucoup plus fun. Où, effectivement, je mets des gimmicks. Je détaille beaucoup plus l'environnement, aujourd'hui. Quand ils arrivent dans une salle où il y a un petit combat, même si je sépare les deux types de combats, pour moi il y a deux types de combats, c'est combat de monstres trash mob, qu'on appelle, donc c'est des mobs qui vont juste là pour ralentir un petit peu l'avancée des joueurs, c'est des petits combats juste pour qu'ils gagnent un peu d'XP, de l'or, des trucs comme ça, et il y a des combats de boss, qui sont des combats plus longs, plus gros, où la récompense est plus forte, à la fin, et qui souvent marquent un point scénaristique. Et du coup, ouais, même pour les petits mobs, pour les trash mobs, maintenant je détaille beaucoup plus la pièce. Je prévois dans mes combats de mettre
des objets aussi. Mais juste des objets dans le décor en fait, simplement. Qui puissent peut-être se cacher derrière, l'utiliser pour le prendre, le jeter sur le mob quand ils ont plus de technique. Parce que s'ils ont un système de cooldown, donc un système de temps de recharge pour les sorts, bah, ils peuvent prendre ça et le balancer sur le mob. Ils peuvent essayer de piquer des trucs, d'arracher des lustres pour les faire tomber sur le mob. Des choses comme ça en fait. Maintenant je détaille beaucoup plus la pièce, justement pour ça. Les mobs, je les réfléchis aussi beaucoup plus dans le sens de qu'est-ce qu'ils vont faire pour forcer les joueurs dans leur dernier retranchement, pour qu'ils réfléchissent vraiment. Pour pas qu'ils juste lancent boule de feu, boule de feu, boule de feu. Je veux plus ça, donc du coup, vraiment, j'ai un système où les mobs vont les forcer à plus pouvoir lancer ça. Au bout d'un moment, ils vont avoir peut-être des résistances à certains sorts. Peut-être qu'ils vont être un peu plus alertes. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire maintenant. C'est qu'en fait, une fois qu'ils ont compris qu'un sort allait le toucher, genre boule de feu, en fait, ils vont savoir quel geste prépare la boule de feu, les mobs. Donc du coup, ils seront susceptibles de l'esquiver plus tôt. Quand ils savent que le joueur va faire un mouvement de bras, par exemple, pour lancer sa boule de feu, bah, le mob il va dire « Ok, bah, quand il est là, faut que j'esquive. » Donc du coup, ça avantage un peu leurs esquives et ça force les joueurs à trouver d'autres systèmes, réfléchir pour pouvoir l'attaquer. Ça, c'est des trucs que je mets vraiment en place maintenant pour justement... dynamiser ce combat, quoi. Dynamiser un truc qui est relou. En vrai, les combats, ça peut vraiment être nul. Et les joueurs peuvent se faire chier pendant très longtemps. Et aussi baisser un peu les PV des mobs. A contrario, du coup, augmenter un peu leur esquive. Ils esquivent plus facilement, ils réfléchissent plus, mais du coup, ils ont un peu moins de PV. Ce qui fait que ça peut vite dégager un peu des persos. Un petit tips pour éviter les enchaînements de réussite, d'échecs critiques, c'est justement de baisser un peu la difficulté de vos jets petit à petit au nombre d'échecs critiques qu'ils ont. Ça peut paraître un peu bizarre de dire comme ça, mais en fait, si vraiment, j'ai eu des joueurs, moi, qui étaient dans une sauce, une parenthèse horrible, où ils ont fait des échecs critiques, enfin, des mauvais jets de dés, plutôt pas des échecs critiques, mais des mauvais jets de dés, pendant 10 jets de dés, sur un pauvre rat, je vous jure, c'est nul. Donc du coup, il faut essayer de réduire petit à petit la difficulté. Le rat, il va être un peu plus lent au bout d'un moment. Ou le personnage, moi ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que le personnage, en fait, votre personnage, va être plus concentré sur son sort. Il va moins avoir de chance de le rater. Parce qu'il l'a déjà raté 2 fois, il en a marre, il va quand même la prochaine fois, il va y arriver, tu vois. Moi j'aime bien adapter les jets de dés en fonction, pour résoudre un peu ce problème, c'est de me dire, ok, je vois à peu près ce que les joueurs ils doivent faire pour toucher le mob. Bah, si je vois que ça galère un peu, je réduis. Ouais. Si je vois que ils sont trop forts, bah, j'augmente les PV en cours de route, tu vois. J'adapte un petit peu mon mob à chaque fois, comment je veux que le combat, la sensation du combat soit, en fait. Mais par contre, ouais, je comprends parfaitement le côté hyper redondant et hyper boule de feu. D'ailleurs, je vois beaucoup même sur les réseaux en mode, l'assassin, c'est genre attaque surnoise, 1d6. Niveau 2, attaque surnoise, 2d6. Guerrier, c'est action rapide. Niveau 20, action rapide. Genre, tu sens que c'est pas... Ça a du mal les joueurs, parfois, en système de règles, ont du mal à se dire comment est-ce que le combat évolue. Parce que c'est déjà difficile de faire un système de combat. Alors, pour qu'il soit en plus hyper dynamique et hyper intéressant, c'est vraiment créer un jeu à part entière, quoi. Ouais, complètement. En fait. Ok, donc toi, tu rajoutes beaucoup de décors. Est-ce que, du coup, Seb ou Pierre, vous avez des idées pour acheter du dynamisme? Ouais, c'est pareil, j'ai beaucoup réfléchi pour arriver à sortir de ces moments-là aussi. Il y a une mécanique que j'aime beaucoup dans le DC System, que j'ai beaucoup développé par moi-même et qui finalement est devenu un petit peu un de mes trucs de base en MJ. C'est le système de coordination / coopération. En fait, les joueurs qui sont pas forcément DPS à ce moment-là, ou alors qui n'ont pas un rôle de soutien à devoir soigner tout le monde ou envoyer des buffs, qui ont un petit peu un rôle intermédiaire, ou alors qui n'ont pas leur... tout le monde a tous ses PV, donc le soutien ne peut pas faire grand-chose. On va pouvoir, dans le DC System, faire un jet de coordination, donc de coopération dans ce cas-là, où on va venir prêter main forte à son coéquipier pour qu'il réussisse mieux une action. Ok. Si on le joue de manière pure mécanique, c'est juste je jette et donc du coup il gagne un dé de plus à lancer sur son prochain tour pour le nain guerrier avec sa hache, ce qui lui permet d'envoyer la sauce. Ou alors on peut aller un peu plus loin, et moi c'est ce que j'ai amené petit à petit, c'est aussi mieux décrire comment les joueurs coopèrent entre eux. Et s'ils me proposent une action coordonnée, par exemple, c'est ce qu'on avait fait nous, ça m'avait marqué sur ma première partie en tant que joueur, une des premières parties sur la campagne que je faisais. On était dans une arène avec un minotaure qui était beaucoup plus fort que les joueurs. On avait une corde, donc on a réussi à tendre la corde pendant que un autre joueur était en train de garder l'attention du minotaure,
qui l'a amené ensuite à reculer, qui l'a fait tomber sur la corde, et après on a pu exploser le Minotaure à terre. Et donc là, il y a un travail d'équipe, et moi, cette manière d'aborder le jeu, si les joueurs arrivent à le faire, je la récompense énormément. Et donc je vais donner des avantages aux joueurs, des désavantages aux ennemis, parce qu'on rentre, et c'est ce que je préfère, je l'avais dit dans les derniers épisodes, ce côté très cinématographique en fait de l'action. Parce que du coup, on va avoir les Avengers qui s'entraident, qui vont réussir à s'envoyer en l'air, qui permet de donner un coup de poing, etc. Et ça amène du dynamisme dans la partie, ça amène les joueurs à se concerter entre eux pour arriver à voir, tiens, est-ce que toi, tu peux pas m'aider grâce à tes compétences ou ta manière de faire, et finalement de donner de la coordination. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé aussi en Donjons et Dragons. On retrouve des gens qui ont une stat de force énorme, qui peuvent lancer un nain à travers le truc, qui va se transformer peut-être en pierre et boum, exploser la tronche de l'ennemi en face. C'est rigolo, mais en même temps, il y a un côté intéressant à pouvoir faire interagir les joueurs entre eux. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et après, c'est effectivement ton approche. J'ai un peu quelque chose de similaire avec les boss qui vont être un moment pivot versus les petits combats. Où souvent, je vais avoir des ennemis à 1 PV, en fait, qui vont être juste là pour un peu empêcher ou pour donner une situation de confrontation. Ou alors avec très peu de PV, ce qui va faire que ça, c'est les stats et les mécaniques pures du jeu qui vont arrêter ça. Et le boss où on va pouvoir rentrer sur quelque chose de plus fort, qui peut être un boss avec des phases, comme dans un Zelda ou dans d'autres trucs. Ça va être aussi donner des objets qui vont être des faiblesses au boss pendant le donjon. Donc les mettre en évidence, leur dire tiens, tu vas voir ce champignon explosif. Est-ce que tu le ramasses pas? Tu as compris que c'était un champignon explosif grâce à ci et ça. Et du coup, ça se trouve, c'est une faiblesse en fait du boss. Donc c'est derrière leur indiquer subtilement aussi, tu as ramassé des objets tout à l'heure, est-ce que ça peut pas être utile? Et en fait, comme ça, les amener à avoir une résolution de puzzle aussi dans la partie combat. Donc il y a aussi ne pas être sur du simple, je fais des jets pour faire des boules de feu, mais comment j'arrive à résoudre cette situation. C'est un peu différentes approches que je peux utiliser. Après, il y en a d'autres qui me reviendront sûrement. Mais je trouve qu'on peut amener du coup à résoudre la situation du combat de manière différente. Oui, tiens, typiquement, j'en ai une qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, que j'avais pas prévu, ça a surpris mes joueurs et qui ont été contents, c'est d'arrêter le combat. Et en fait, ils étaient contre des bandits. Les bandits commençaient à se retrouver tous éclatés, mais ils galéraient comme le fameux rat qu'on n'arrive pas à taper pendant 5 tours. Moi, au lieu de continuer le combat, là où j'avais des êtres sensés, donc c'est différent d'un rat, j'ai réussi avec un des bandits à attraper un joueur et le mettre en otage. Et du coup, d'arrêter les, de dire hop, tout le monde baisse ses armes, sinon je lui tranche la gorge. Et du coup, on est ressorti du combat dans une situation de négociation. Bon, finalement, ils ont décidé de tuer les bandits, donc on a fini le combat. Mais ça leur a fait un changement de dynamique, et comme ça coupe le combat, on n'est plus dans le côté assommant de lancer des dés. Et là, on revient sur du roleplay. Ouais, c'est une super idée. Ça, c'est une très bonne idée, surtout pour les... Enfin, moi j'utilise plus pour des combats de boss, justement, où c'est important pour moi d'avoir des espèces de cassures. Combat de boss, que ce soit par des phases. Moi par exemple j'avais un boss qui ressemble un peu à un des boss dans Zelda Breath of the Wild, où il y avait qui allait très très vite d'un coup, qui avait une vitesse démesurée d'un coup, et en fait ça a forcé mes joueurs. Au début il était assez lent, il était normal et tout, il faisait des attaques électriques aussi, et puis d'un coup en fait il s'est mis à aller super vite et à surprendre mes joueurs en fait par sa vitesse, à arriver au corps à corps en moins de 2 secondes quoi. Et vraiment ça les a perturbés, ça les a forcés un peu à se retrancher pour réfléchir. Et avoir ce système de... en fait, ça change de dynamique complètement. Tu passes d'un combat qui était linéaire, pour toi c'était clair comment t'allais le battre, à... Ah non, en fait ça marche plus. Il faut qu'on repense la stratégie, parce que là, tout de suite, s'il continue comme ça, et si on pense qu'on va le battre par rapport à ce qu'on a prévu il y a 2 tours, ça marchera pas. On va perdre. Et en fait, ce changement de dynamique est vraiment super important dans les combats de boss, surtout. Pour les plus petits combats, je sais pas si c'est nécessaire de le faire à chaque fois, parce que ça demande quand même pas mal de travail. Mais ouais, c'est super important. Phase, dynamique, ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, moi j'aime bien aussi l'idée de coopération entre tes joueurs. Parce que j'ai beaucoup de jeux de rôle où t'as des gens qui sont moins combat par exemple, et qui ont du mal à trouver leur place dans le combat, à part à se mettre en retrait, tu vois. Et je trouve que c'est une super bonne idée, parce que ça te permet vraiment d'avoir une vraie dynamique avec les joueurs qui sont pas forcément en combat. L'erreur que je faisais au début sur les actions un peu hors temps que faisaient mes joueurs, c'est que je les récompensais de manière logique. Genre, tu veux faire un truc dangereux, c'est dangereux. Et si tu réussis,
l'action n'est pas... Et c'est cool, t'as réussi, mais il n'y a pas de grosse récompense. Et je pense que ça, c'était une de mes grosses erreurs, c'est de me dire, en fait, les actions qui sont cool, on en veut plus. Donc en fait, c'est pas grave si la récompense est trop forte par rapport à ce que t'as fait l'action, parce qu'on veut que les joueurs agissent comme ça. Tu vois, mon pote qui m'a dit, mais en fait, je saute d'un wagon de mine à un autre, bah, j'ai dit, ok, t'as réussi, bah, c'est pas genre juste tu réussis, t'as un bonus, t'as un gros avantage, parce qu'en fait, t'as fait une action trop cool, tu vois. Et en fait, si tu la récompenses pas beaucoup, les joueurs après, ils vont être en mode, pourquoi je ferais ça si je vais me mettre en danger pour pas grand chose, en fait. Et donc ça, c'est important pour moi de dire, ok, ben, quand les joueurs font des actions un peu hors du commun, et qu'ils réussissent, tu leur permets de réussir, hein. Genre tu dis juste, c'est trop cool, je vais dire lance ton jet et tu vas réussir à part un échec critique, quoi. Mais en fait, récompenser bien, que ce soit à la fois par des avantages en combat ou des bonus au point d'XP pour du RP ou ce genre de choses, parce que ça va les encourager à en faire plus, c'est ce qui va rendre tes combats de plus en plus dynamiques, parce que les joueurs vont prendre de plus en plus d'initiatives aussi. Ouais. Juste de l'honneur et de la fame. Moi je me rappelle un des combats qui a le plus marqué, c'était toi qui était MJ. Ouais. C'était, on était dans une caverne, on était avec un combat avec des Léviators, donc des sortes de gros serpents de mer, ceux qui ne connaissent pas trop Pokémon. Et mon perso, il y avait son Dracolos qui se battait, donc son dragon qui se battait contre eux. Moi je suis sauté sur l'un, j'ai pris des risques de fou, complètement. Enfin, ouais, des risques démesurés, démesurés quoi. Mais il y avait la télé quoi. Ouais, il y avait la télé qui filmait, c'était un jeu de télé et tout, donc moi j'étais à fond. Tu vois, il y avait la fame et tout, tu vois, il y avait ce côté. Et ça m'a marqué du coup parce que le fait de pouvoir faire ça, bah, ça allait bien avec mon perso qui était justement là. Genre la fame, c'est le truc le plus important pour lui, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et pour rebondir sur ça, en fait, justement, moi je trouve que c'est même encore plus important que ça, c'est qu'en fait, ça a un effet de snowball sur la table. Ça a un effet de boule de neige. En fait, si on récompense une fois sur une action qui est osée ou sur une improvisation qui est vraiment intéressante, en fait, même si c'est un gimmick, si c'est assez drôle et tout, on s'en fout. En fait, récompenser ça, ça a un effet de snowball sur la table parce que les autres joueurs vont le voir, vont faire putain, mais moi aussi je peux faire ça en fait. Peut-être que j'ai envie de le faire. Maintenant j'ai envie de le faire quoi. J'ai envie de trouver moi aussi mon idée comme ça que tout le monde se souviendra. Et en fait, ça a vraiment un effet très bénéfique sur une table d'avoir ce côté de récompense pour des gimmicks, pour des trucs un peu stylés et venus nulle part quoi. Moi je l'encourage énormément. Ces derniers temps en plus, j'ai trouvé qu'on pouvait aller encore plus loin et je l'utilise pas mal, c'est débloquer des compétences ou des objets par le simple fait de proposer un high risk, high reward, donc action risquée, une très belle récompense. Ça m'est arrivé sur un petit one shot que j'ai refait il y a pas longtemps où en fait, j'ai fait un 20, donc réussite critique en face, le joueur aussi. Et finalement, en plus, on avait fait les mêmes résultats au dé, donc c'était une égalité parfaite, c'était incroyable comme situation. Et je me suis dit, je lui donne l'avantage. Et finalement, sa compétence, je lui ai dit, du coup, comme il envoyait un coup de pied, et qu'à la base, il m'avait dit, je saute pour lui donner le coup de pied, je lui ai débloqué une sous-compétence. Quand tu l'as fait en sauter, t'as des bonus en plus, en lui décrivant l'action. Et ça, c'est issu en fait, de l'approche, je la fais de plus en plus en ce moment, parce qu'on en a fait dans mon initiation de jeu de rôle que je fais en ce moment, cette mini-campagne, dans le roi Norgal. Un des joueurs, je le lance sur un début de partie qui est espion, je le fais rentrer dans une secte, ils doivent se couper la main pour invoquer un démon, et je me suis dit, il n'y a aucun monde où il se coupe la main. Il se coupe la main. Donc je me dis, comment je fais pour lui rendre sa main? Donc je me dis, on avance, il passe par le marché, il achète un artefact que je lui avais décrit, qui envoie de la lumière bleue. Le marchand qui connaît bien à la base, il s'échange tout le temps des trucs, il lui dit, je sais pas trop ce que c'est, je l'ai eu il y a pas longtemps, je te le vends pour cher, mais bon, je te fais une réduc, blablabla. Il a l'objet avec lui, qui faisait une lueur verte. Il l'utilise jamais. Il l'utilise pas et il continue les combats. Je me dis, c'est pas possible. Il faut quand même que tu l'utilises à un moment pour récupérer ta main, que moi j'avais prévu. Et il se retrouve à un moment à résoudre une énigme et ils doivent tenir pendant 3 tours avec de la foudre qui tombe autour du terrain. Parce qu'ils ont réussi un truc. Donc eux, ils savent pas combien de temps ça va durer. Ils savent qu'ils sont dans une tempête. Bon. Et à un moment, j'ai fait une réussite critique. Où j'ai fait un échec ou une réussite critique avec... Non, je crois que j'ai fait un échec critique avec la foudre. Et je me dis, comment on interprète ça? Et finalement, je me suis dit, tiens, je lui fais tomber sur son artefact, qui change de couleur, il passe du vert au bleu. Et il le garde, il l'utilise toujours pas. Bon, on arrive la session suivante, ils sont contre... c'est le personnage avare par excellence, on en a tous un à la table, qui veut récupérer tous les loots possibles, qui check toutes les rooms à chaque fois qu'il entre et sort. Ils arrivent à la fin de la session, ils combattent contre le boss, c'est plusieurs chevaliers d'eau, ils sont tous faits d'eau, ils ont des épées, puis ils envoient des attaques, ils sont sous level. Ils commencent à prendre beaucoup d'attaques, lui il se retrouve aux portes de la mort.
Et là, je me dis, allez, c'est le moment de lui envoyer quand même le message clair. Et donc, je lui fais, c'est dans la boîte, tu sens que ça tape. Et donc, finalement, il décide d'utiliser. Et là, j'avais beaucoup réfléchi. Au moment où la foudre était tombée, je me dis, comment j'interprète tout ça ? J'avais écrit, je leur avais pris peut-être 5 minutes où je leur avais dit, laissez-moi le temps, il faut que j'écrive quelque chose. Et je l'avais gardé de côté, je l'avais pas utilisé. Et donc je le déclenche, et finalement il se retrouve à téléporter dans le monde des dieux, il se retrouve en face de Thor qui lui offre une main en plus. Donc maintenant il peut se téléporter avec sa dague, style dans Final Fantasy 15. Voilà. Donc tu lances l'objet qui peut faire soit l'aller-retour, ou alors tu te téléportes sur l'ennemi en le plantant dessus. La table prend feu, tout le monde est en mode oh là là, mais c'est incroyable. Tout le monde le jalouse et tout le monde veut son artefact. Et donc du coup après derrière on peut lancer une petite mécanique où ils vont aller chercher un petit peu chacun leur pouvoir. Et c'est les gimmicks, bon moi qui suis, on en a pas parlé mais j'habite au Japon puis je suis très culture japonaise, donc les gimmicks d'animé, j'aime bien aussi casser le potentiel, passer de Super Saiyan 1 à 2, et donc du coup les joueurs aussi ça leur plaît bien. Ouais. Non, mais en fait moi je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à surrécompenser ses joueurs. En fait moi les seuls trucs sur lesquels je dis attention à ça, c'est que c'est très bien de récompenser ses joueurs parce que c'est ce qui va te permettre de diriger sur dire ok ben là c'est une bonne action que tu as faite. Tu faut continuer comme ça. Attention, cela dit, quand tu donnes des choses, si c'est trop OP et que tu as besoin de le nerfer, c'est là que ça va être plus complexe. Parce qu'en fait, retirer des choses aux gens, c'est très très dur émotionnellement. En fait. Et genre, c'est pour ça que je pense que c'est très bien, juste petit warning là-dessus, si vous donnez des choses trop fortes, pour le jour où vous allez les retirer parce que vous avez fait une erreur, parce qu'il y a une chose qui arrive, c'est horrible pour un joueur. Vous rendez, genre, pour tout le monde, humainement parlant, retirer quelque chose que tu as acquis, que tu as eu, qui est à toi, c'est quelque chose de très très dur émotionnellement, surtout c'est un truc que tu aimes bien, en fait. Alors, si vous retirez quelque chose, faites-le en âme et conscience que le joueur va détester la personne qui lui a pris. Vraiment. Après, ça peut être une notion d'intrigue. T'as quelqu'un qui te vole quelque chose sur lequel tu tiens. Ah ouais, ça rigole pas, quoi. Ils vont le chasser, ils risquent de le chasser jusqu'au bout du monde, tu vois. Mais du coup, attention un petit peu ça, c'est genre, moi je pense que c'est très bien de récompenser. Si vous faites quelque chose de surpuissant, attention pour lui enlever. C'est bien de se dire, j'ai la possibilité de lui enlever, mais le jour où vous allez lui enlever, ça va être le pire jour de sa vie. Quoi. Vraiment, je préfère prévenir. Voilà. Entièrement d'accord. Moi, ce que j'ai utilisé ces derniers temps par rapport à ça, surtout, ça marche sur des déblocages de compétences magiques, des choses comme ça. C'est que la première utilisation permet des fois, surtout contre des boss, quand on voit que les joueurs sont un peu en péril, s'ils arrivent à proposer quelque chose, réussite critique, il y a des systèmes des fois qui permettent aussi de rajouter des dés ou d'obtenir des réussites critiques automatiques. C'est déclencher un pouvoir très puissant non contrôlé. Donc ça tape plus fort que voulu. Et après, une fois qu'il est maîtrisé le pouvoir, que la compétence est acquise, elle va taper moins fort. Donc on rééquilibre après à la session, on réfléchit un peu en tant qu'OMJ et on le décrit au joueur. Voilà, tu l'as déclenché, c'est comme je passe en avatar state dans Avatar, j'explose tout, mais c'est pas maîtrisé. Là maintenant, tu es capable de l'utiliser sur commande. Forcément, ça donne une contrepartie. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ok, je pense qu'on peut conclure par là, juste en disant aussi que, voilà, en fait, je pense qu'une bonne façon de s'améliorer sur ces combats, c'est de le faire petit à petit, quoi. C'est d'expérimenter des choses, de dire, sur ce combat, je vais essayer de plus de jouer sur cette mécanique, sur l'environnement, sur une gimmick, sur plein de choses à faire. Ouais. C'est ça. Et en faisant petit à petit, on prend de l'expérience, et c'est comme tout, après, on s'améliore et on peut les intégrer dans les joueurs et les joueurs font partie intégrante, donc surtout, il faut bien, dès qu'ils font quelque chose qui sort de l'ordinaire, bien ne pas hésiter à les récompenser pour dire que c'est trop bien ce que tu as fait, c'est ces moments là qu'on veut, tiens t'es récompensé, vas-y. Et on l'a pas abordé, on en parle souvent si on parle de combat, c'est est-ce que le MJ va tricher ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on retire des PV ou pas au boss, est-ce qu'on décide de dire que ce jet là en fait il a un résultat différent. Il y a deux écoles, mais ce qu'il faut se dire de toute manière c'est que les lancers de dés, ça ne reste qu'ensuite de l'interprétation par rapport à ce que le dé veut proposer. Et comme on est le maître de jeu, il ne faut pas oublier qu'on est en maîtrise de l'univers lui-même, donc des résultats des jets de dés. Et un jet de dés à 9 d'un joueur, c'est pas la même chose qu'un jet de dés à 9 du maître de jeu. Et ça, du moment où on est franc avec les joueurs, ils peuvent le comprendre. C'est sans que ça sert l'histoire, en fait. C'est ça. Moi, valoir le coup de faire ça. Ouais, moi, tous les jets de combat, j'ai tendance à les faire cacher. Même limite, moi il y a des combats où je lance des GD juste pour dire que j'ai lancé un GD, mais je sais déjà ce que le boss va faire. C'est juste pour dire aux gens, pour que les joueurs soient toujours dans la crédibilité de dire que je contrôle rien, quoi. Ça à distance ça marche encore mieux, tu mets juste ton micro, tu fais hop là. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as pas regardé. Parce qu'en fait, moi je vois le MJ comme le garant de l'histoire, et en fait t'es là pour garantir que le combat se passe bien.
Ouais. Et en fait, les dés sont souvent le pire ennemi pour ça, parce que je pense que l'aléatoire, c'est super dans certaines choses, et pour d'autres, ça peut être vraiment un gouffre où tu peux t'enfoncer. Donc en fait, moi je trouve que c'est une bonne chose de contrôler ton aléatoire selon l'expérience que tu veux donner à tes joueurs, parce que ça te permet d'équilibrer ton combat.